l'État de droit, à ce que l'État de droit devrait faire, en créant des emplois ciblés évidemment. J'ai cité le cas de la difficulté au Béquia. Si l'on regarde donc l'entrepreneuriat communautaire, au groupe des différentes initiatives, autopromotion donc socio-économique, par les groupes sociaux, souvent des personnes dans des situations vulnérables, qui souvent donc les créent, et qui couvrent même la production, des prestations, la distribution des services éventuellement, mais qui sont aussi, donc, l'entrepreneuriat communautaire est aussi le lieu d'expérimentation de cette innovation sociale. Alors, venons-en à quelque chose qui est j'ai posé le cas, en tout cas, de façon sociale, de l'entrepreneuriat communautaire et des écosystèmes, donc, qui les accompagnent. Alors, la session étant donc, conférence étant consacrée à l'énergie générative, ce que je veux dire, c'est que, d'abord, quelque chose d'une méthode. Ce matin, on parle en général des IA. Je me surprends à penser qu'on ne dit pas des électroniques, des électricités, on ne dit pas des photoniques, on ne dit pas des aérodynamiques. C'est curieux. Enfin, pour moi, on a des systèmes intelligents, mais des IA, je ne comprends pas trop. Enfin, je peux comprendre l'usage marketing, peut-être, sans doute, mais ce n'est pas stratégique. L'IA générative, une remarque aussi, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau dans la vision. Je me rappelle, par exemple, dans mon thèse de doctorat, je faisais un système dans lequel qui combinait analyse et génération. Vous analysez, vous avez un énoncé, l'énoncé est erroné, vous analysez la séquence la plus longue, vous mettez en génération. La génération permet de pouvoir aussi comprendre pour quelles raisons on a fait et quelles sont les possibilités de génération pour qu'une phrase ait aucun sens. Simplement, je reconnais une chose, on fait aujourd'hui des échecs absolument énormes. Ça n'a à voir avec un développement technologique extrêmement avancé, des corpus d'apprentissage qui dépassent ce que l'on pourrait donc imaginer. L'IA générative pose malgré tout des défis cognitifs. Je viens d'en parler ici. Si je regarde par exemple le domaine de la formation, l'IA générative de formation ne peut pas se faire sans re-questionner les fonctions cognitives engagées dans l'apprentissage, qui sont l'attention. En quoi l'IA générative permet-elle d'améliorer l'attention? Moi, je ne crois pas du tout. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son but. Elle n'est pas armée, ce n'est pas un outil pour cela. L'engagement actif, le retour d'information, donc l'auto-évaluation, consolidation, à la fois de la mémoire à court, mémoire de travail, mémoire à long terme, et bien évidemment, les objectifs de formation, la motivation de l'apprenant, et qui font que l'apprentissage est forcément réussi. Il me semble que l'IA générative ne peut s'imposer dans la production qu'en requisitant ces 5 points que je viens de donner. Alors, prenons un exemple un peu fictif qui serait, en Afrique, vous avez très souvent des familles qui sont prêtes à payer très très cher pour qu'un maître, un professeur qui vient à la maison aider les enfants à travailler le soir. Chaque famille a moi-même enfant, je pense que nous sommes nombreux à avoir vécu. Imaginons donc demain qu'on remplace ceci par une IA générative qui soit le répétiteur à la maison, qui vienne quand vous arrivez le soir, le gamin arrive de l'école, et puis il y a un système qui lui dit, qui fait des essais mathématiques, lui apprend, etc. Bon, ce qu'on peut imaginer le faire. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est moins cher pour les parents? Est-ce que c'est avantageux pour le professeur qui doit avoir déjà un complément de revenu, un complément de revenu sur le plan social? Est-ce que c'est efficace? En quoi c'est plus efficace ou pas? Bon, je n'en sais rien. En tout cas, c'est souvent des questions que je me pose. L'IA pose aussi, le génératif pose des questions, des défis cognitifs qui sont les stéréotypes. Lorsque vous produisez à partir, la générative, c'est produire
produire des données qui sont des données qui sont extérieures aux données d'apprentissage. Donc, les stéréotypes, les émotions sociales, les croyances mutuelles. Prenons l'exemple que vous exploitiez des textes dans lesquels il y a le syndrome du genre. Vous aurez une génération dans laquelle vous aurez une génération de textes biaisés par le syndrome du genre. Et vous ne pouvez rien y changer puisque vous générez sur un modèle appris. L'illusion cognitive. Une question, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, ce que tout à l'heure mon collègue Delon appelé hallucination, moi, sur le plan cognitif, ce serait pour moi une illusion cognitive. C'est lorsque l'IA générative produit, par exemple, le texte, est-ce qu'il est formidable ou bien c'est parce que mon cerveau le trouve formidable au motif qu'il est généré par une machine? Je crois que c'est plutôt ça, tout simplement. Il faut pas en soi des systèmes qui ne sont pas nécessairement intelligents. En tout cas, il n'y a pas aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler, l'intelligence. Il y a des traitements extrêmement sophistiqués, de très très haut niveau. Alors, comment l'IA générative peut-être donc s'appliquer à l'innovation sociale, à l'entrepreneuriat et aux écosystèmes? Cela présupposerait une chose, une appropriation de l'IA générative par des pionniers et sa dissémination verticale, intergénérationnelle et horizontale, ville, campagne. C'est un grand défi aujourd'hui parce qu'il me semble que le coût de mise en œuvre serait disproportionné, totalement disproportionné par rapport aux revenus des autres. Bien évidemment, les données d'apprentissage issues, les données d'apprentissage issues des innovations sociales ne sont pas aujourd'hui disponibles. J'entends par là, je donnerai un exemple très simple. La messagerie audio, WhatsApp aujourd'hui, il n'existait pas il y a 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ne savent pas écrire, qui font des messages vocaux à longueur de journée. Et ces messages vocaux sont bien évidemment cryptés, personnels, et donc non disponibles pour un système qui pourrait donc apprendre sur ces corpus. Donc, il y a aujourd'hui une quasi impossibilité à collecter ces corpus. Il n'existe pas. En tout cas, ça n'existe pas. J'en dirai un mot en termes de recommandation tout à l'heure. La transcription de ces données. On sait qu'aujourd'hui, tout dépend de la langue dans laquelle se débat. Ou alors, ils sont parlés en Indie, enfin, sur une langue sur laquelle les chercheurs données, leur transcription. Et bien évidemment, les modèles de langage, les grands modèles de langage, par exemple, sur des corpus, dans des langues à corpus limités sur lesquels vous avez des corpus limités aujourd'hui, cela reste toujours un enjeu, en tout cas, et par ailleurs, il se pose un problème qui est typiquement un corpus de référence. Si je demande par exemple une génération de documents du type MSCDR, je ne suis pas très sûr, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas très sûr, qu'on ait, ou bien, je ne suis pas certain aujourd'hui que les conditions soient remplies pour que cela puisse exister. Alors, ce que je crois plutôt, c'est que l'intelligence artificielle, je ne crois pas la générative, apportera en particulier l'ingénierie de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les infrastructures qui entourent cela, comme les outils de structuration, de lien. Mais je ne crois absolument pas du tout que l'IA aujourd'hui puisse être de quelconque apport dans l'innovation, mais simplement dans l'ingénierie de cette innovation sociale. Et puis, j'en ai fini, je vais donner tout simplement quelques recommandations pour moi. C'est connaître des corpus issus de données d'usage d'innovation. Les sciences ouvertes sollicitant les populations locales pour la constitution de cohortes, de capture d'informations, ça pose un défi, celui de l'irrationnel lié aux données personnelles.
je peux aller plus loin. Il y a des peuples dans lesquels, main donnée, vous allez m'ensorceler. Donc, pas ce délire, ce que j'appelle pudiquement compilationnel, donc vos données personnelles, et je finirai par quelque chose qui est important. Donc, on a vu, c'est que de tout ce que nous avons entendu ce matin, je n'ai pas vu un seul mot sur la cognition, les enjeux cognitifs. Dans le cerveau. Là, ce que nous utilisons, ce n'est que de la cognition, la compréhension, l'attention, tout ce que nous voulons aujourd'hui n'est que de la cognition. Et sans cognition, il y a vous aurez beau avoir le meilleur fondement d'information au monde, vous aurez beau avoir n'importe quoi, mais il faut une capacité de l'humain pour pouvoir comprendre, essayer, utiliser les questions. J'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, Salazar. Si dans la salle ou mes collègues auront des questions au caractère de discussion. Quelqu'un dans la salle. Parfait, après vous. Je veux vous inviter, quand vous mettez les questions, de vous présenter un peu. D'accord. Donc, Camille Diallo, moi, je suis professeur des universités à l'Université de Bordeaux. Moi, je fais de l'informatique de santé. Donc, aussi, en fait, ça va être à la fois provocateur et puis pousser les bouchons au maximum sur le fait de dire que l'IA ne pourra pas aider dans l'innovation sociétale, c'est plutôt dans l'ingénierie de ça, très bien. Mais si on pousse le bouchon un petit peu justement en revenant sur la recommandation que vous faites sur le fait d'arriver à faire de la citizen science, à aller collecter de la connaissance entre guillemets primaire, factuelle de la part des usagers. Bon, voilà. Et donc, est-ce que c'est pas là aussi l'enjeu de l'IA pourra peut-être faire ressortir des choses qui relèveront ou des manques vu l'état des lieux et comparaison entre sociétés qui pourraient peut-être contribuer à améliorer des processus, à améliorer des pratiques. Oui, j'ai juste fait un toit pour la formule, pour aller et c'est tout. Évidemment, cela va de soi que en recommandation. En fait, je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence. Si vous dites à des gens, par exemple, c'est une zone dans laquelle les messages que vous vous envoyez pour expliquer que les enfants sont restés. Nous proposons que de nous les donner, de nous les rendre publics, les enregistres, nous les rendre publics, on va les collecter, ce qui nous permettra par la suite de pouvoir mettre en place un système dans lequel, lorsque vous allez demain pouvoir faire participer, on va faire un pilote, vous allez voir que quand vous parlez, quand vous demandez, quand vous parlez entre vous, ben vous allez avancer et vous dire automatiquement, attention, attention, il y a peut-être un risque que. Donc, tous les messages, tout ce qui va vous permettre de pouvoir améliorer votre système de santé, améliorer votre prévention sanitaire. Donc, je crois qu'il faut faire, c'est mon plaidoyer celui-là, donc la réponse à ce que j'ai dit comme étant une impossibilité serait véritablement de se reposer sur les sciences ouvertes et après à l'intelligence de la population, les associer vraiment comme des acteurs, comme particulièrement. Les gens ne sont pas des idiots. Tout à fait. Merci beaucoup. Et je vous invite. Oui, merci. Idriss Saïra, senior chercheur actuellement à la direction générale de l'AIF, que vous m'intéressez, nous passons. Alors, je suis tel qui m'intéresse particulièrement. Je verrai quelques exemples en disant que dans beaucoup de sociétés du Sud, notamment, on ne danse plus dans une culture commune. Ou souvent, également, les pratiques sociales, notamment les innovations sociales, ne sont pas documentées. Est-ce qu'il y aurait l'intérêt à se pencher là-dessus? Est-ce qu'il y aurait l'intérêt à écrire, à favoriser la recherche et évidemment quels sont les partages au sujet des pratiques qui seraient intéressantes, qui seraient peut-être utiles à partager? Et puis le lien avec les nouvelles technologies, avec l'IA, je ne l'ai pas très bien saisi. Alors c'est peut-être moi qui ai un point déclenché. Mais en tout cas, si vous pourriez résumer un petit peu ce que vous pensez Julien, de l'utilité, du risque
la nécessité de s'approprier l'IA par rapport à cette thématique passionnante de l'innovation sociale, peut-être pour une meilleure compréhension, peut-être pour un meilleur partage, peut-être pour une modélisation. Ce qui m'a intéressé a plutôt été les masses, les grandes des masses. On voit par exemple que sur le même téléphone mobile, aujourd'hui, vous allez plutôt avoir, si vous voulez par exemple savoir combien de crédits vous allez faire, étoile, quelque chose, enfin, etc., alors que vous avez, l'informaticien que je suis, c'est pour trouver des méthodes extrêmement directes, etc. Mais là, vous allez avoir quelque chose qui va être extrêmement analogique, mais qui est basé sur le fait que il faut s'adapter aussi bien à celui qui a un smartphone qu'à celui qui a un téléphone primaire, à différentes formes d'équipement. Ce qui est une réalité aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que c'est en cela que je pense que le lien aujourd'hui est le suivant. Il faut que les données issues de ces pratiques, que ce soit téléphone, agriculture, etc., faut qu'on puisse les collecter. Faut qu'on puisse les collecter. Donc, il faut les documenter, etc. Et que véritablement, et là, à ce moment-là, l'intelligence artificielle va être très utile parce qu'il permettra de pouvoir créer de nouveaux usages, proposer de nouvelles innovations. Si vous prenez par exemple l'ensemble des échanges qui ont lieu par téléphone, etc., vous allez éventuellement être capable de pouvoir proposer des services nouveaux, découvrir des services induits éventuellement. Donc tout ceci est vraiment important. Et donc moi je constate que ces données, qu'elles soient sur les opérateurs comme MTN ou d'autres, etc., je crois que personne les utilise. Elles sont pas, elles sont utilisées. Elles sont utilisées dans ton lieu. Je propose de passer à une discussion qui sera qui donne l'opportunité à tous les collègues. Oui. Non, c'était une contribution. Hein. Voilà, oui, effectivement, le défi aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde de globalité, tel que le professeur l'a évoqué. Et la complexité aujourd'hui, c'est de voir effectivement, en partant de globalité, comment nous arrivons à confier des données dans des langues véhiculaires, où il y a une diversité de langues, pour qu'il y ait des systèmes de synthèse qui vont pouvoir transcrire des systèmes audio dans des dispositifs qui peuvent comprendre cela et puis trouver des solutions. Puisque lorsqu'on parle de collecte de données, c'est vraiment ça. La langue, c'est-à-dire, lorsque j'utilise, parce que vous avez donné un nom, Zendi, Gaolé, etc., qui nécessite forcément un modèle de transcription, de reconnaissance d'abord, de ce qu'on est en train de dire, dans un système où c'est un peu commun. Et après, ces données seront stockées, traitées, diffusées ou réutilisées. Et donc, la préoccupation, il existe des modèles. Seulement que ces modèles nécessitent de calculateur et de calcul qui, aujourd'hui, semble être un peu complexe enfin, pour des décisions politiques au niveau africain de faire ci, de faire ça. Sinon, les modèles existent, il y a des universités, il y a des universités qui vont essayer de faire. Mais nous savons le temps que nous autres. Je viens avec la première réplique. Je trouve de trouver ensemble des opportunités, des explorations d'opportunités pour voir les liaisons entre l'entrepreneuriat social, l'intelligence artificielle, le développement économique et social au niveau non simplement de la francophonie, parce que nous sommes dans le monde de la francophonie, mais partout dans le monde de faire des échanges, de voir quelle opportunité nous avons pour mettre en valeur tous les éléments qui viendront avec l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat social et le développement social et économique et surtout sur l'innovation. Je vais prendre la parole. Et puis, ça sera aussi un complément par rapport à ce qui a été dit. Alors,
Ce qui est intéressant dans l'IA et l'IA générative en particulier, parce que l'IA générative a cette caractéristique de paraître à la portée de tous. C'est ce qui est un peu différent aussi par rapport aux IA qu'on appelle classiques. On parler d'IA prédictive, etc. C'est que le commun des mortels nous dit bah, je n'ai besoin que d'un écran pour utiliser l'interface et chatter avec cette intelligence. Alors que pour mettre en place d'autres, on oublie un peu la base derrière l'IA générative et on est seulement dans l'usage. Alors cette ambivalence de cette technologie fait que d'un côté, elle peut encourager l'entrepreneuriat, l'innovation, l'éducation, la santé, mettre en place ce qu'on a dit ce matin, rendre, ça a été dit par l'un des panélistes, c'est-à-dire rendre le savoir accessible à ceux qui n'ont pas les moyens peut-être d'utiliser d'autres technologies. Alors, ça, c'est ce côté un peu opportunité. Mais d'un autre côté, on a remarqué aussi que ça a mis en exergue un peu la fracture aussi numérique entre les pays, entre le nord et le sud. Je ne dis pas pays, mais je dis nord et sud par rapport au fait de maîtriser un peu ces IA génératives. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde les stratégies nationales des pays, on voit que beaucoup de pays ont misé sur le développement de ces technologies et ont misé sur des stratégies de développement de l'IA dans leur pays. Alors, quand on regarde les dépenses, je n'ai pas les statistiques parce que je n'ai pas prévu d'en parler. En plus, je n'ai parlé sur l'email, mais ce n'est pas ça. Mais quand on regarde un peu la course aux dépenses en IA, on voit la différence entre la Chine, les États-Unis et le reste du monde. Alors, je dis Chine, États-Unis et le reste du monde parce que même les autres pays comme le Canada, par exemple, ou la France, il y a certains pays qui sont en queue de peloton, en fait, parce que là, on n'en parle même pas, ils sont même pas visibles sur le radar des dépenses. Alors, en fait, il y a deux choses à considérer quand même, c'est-à-dire on considère l'infrastructure et les usages. Et quand on dit l'infrastructure, la donnée, alors collecte de données, stockage de données, gouvernance de données, alors là, je vais passer à voir parce que tous les problèmes de sécurité par rapport à la donnée. Et puis, la vitesse de calcul. Et donc là, et là, on voit que, encore une fois, la fracture se creuse entre ces pays. Maintenant, si on reste là, on se dit on ne va rien faire. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que je sais qu'il y a des startups, parce qu'on parle d'innovation aussi, il y a des startups que je connais qui ont sollicité les grandes entreprises pour faire des calculs. Alors, je ne citerai pas ni le nom de la start-up, ni le nom de ces entreprises ou de ces pays, pour faire des calculs. Et ces entreprises qui se disent ouvertes à laisser les start-up des pays du Sud tester, elles ont dit non, on ne peut pas mettre à votre disposition notre calculateur, supercalculateur. Alors, moi, là, je mets aussi un volet politique dans ce qu'on est en train de dire, parce qu'il y a le volet social, économique, mais politique. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est dans le mot, moi je le dis, dans une guerre aussi, voilà, dans une guerre de techno. Alors, est-ce qu'on veut dire qu'on laisse tomber l'entrepreneuriat social? Non, on ne laisse pas tomber, puisqu'il y a beaucoup de petits projets. Je dis petits projets, mais je ne peux pas avoir l'air condescendante maintenant, mais il y a des initiatives d'entrepreneuriat qui sont basées sur l'IA générative. Ça marche. Et puisque vous en avez parlé, vous avez beaucoup parlé de culture orale et est-ce qu'on peut utiliser l'IA générative pour ça? Je vous dis oui, il y a des initiatives. J'ai deux étudiants qui sont en train de mettre en place un outil, c'est des étudiants d'école d'ingénieurs, un outil pour consigner. Alors, non seulement la culture, ça peut être une culture d'un pays ou d'une société, mais la culture d'entreprise. Ils sont en train de consigner, ils disent que les IA aujourd'hui sont entraînées sur des modèles de fondation, comment faire du RAG. On peut faire du RAG en intégrant l'ADN et la culture d'entreprise, en consignant tout ce qui est oral des anciens qui vont partir des entreprises. Moi, je peux mettre ça aussi, les anciens qui sont dans les villages, les anciens qui sont dans les tribus. Et notre culture orale africaine et au Moyen-Orient, ou même à l'Extrême-Orient, etc. C'est-à-dire, on peut imaginer des applications de ce genre. Aujourd'hui, il y a certaines initiatives où on est en train de consigner. Après, comment on va traiter ça, je ne sais pas.
Mais il y a des initiatives. Alors, que va nous dire, est-ce que la technologie va se développer? Est-ce qu'on peut bien instrumentaliser ces outils? Et moi, je suis optimiste par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Plus on avance, est-ce qu'on comble la fracture ou les autres avancent plus vite que nous? Alors, moi, je suis en France, hein, mais je réfléchis aussi à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Quand on voit qu'aujourd'hui, l'une des initiatives, tous ceux qui sont en France le savent, moi, je ne parle pas de stratégie, de ce que je vais proposer, mais de la stratégie nationale, par exemple, de la France, c'est mettre en place ce qu'ils ont appelé les cafés IA. Les cafés IA, c'est sensibiliser tout le monde. Alors, ça, on va en reparler tout à l'heure. Je laisserai ça et je passerai par où je reviendrai là-dessus. C'est très bien que vous avez parlé des cafés IA. Donc, c'est super. C'est super cette concept. J'ai apprécié toutes les deux interventions. Parce qu'il y a des questions à ajouter pour clarifier toutes les questions sur le citizen science, crowd mapping, crowdsourcing, et toute cette commun numérique. Je pense que tout ça, ça joue un rôle. Les AFD jouent un rôle comme des innovations sociales, le financement, les partenariats et tout ce type de sujet. On a mis en place un initiative qui s'appelle Social Inclusive Business, SIBC, qui s'organise autour des innovations sociales, entrepreneuriat en Afrique, pour les entrepreneuriats en Afrique. Et cette initiative, on fait venir pas mal entrepreneuriat du continent, passer du temps à Marseille, en France, et faire émerger le sujet, et aussi voir comment on peut faire passage à l'échelle de leur initiative. Donc ça, c'est juste un sujet qui vient en tête, qui vient sur l'État. Mais en lien avec la question, je pense qu'il y a des choses, voilà, les opportunités. Je pense que les opportunités, c'est en lien avec les besoins locaux. Déjà, il faut qu'on identifie c'est quoi les besoins locaux, sans penser IA, sans penser technologie, sans penser, voilà, c'est quoi les besoins locaux. Donc, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Et si on arrive à identifier nos besoins, après la suite, c'est que est-ce que parmi tous ces besoins, est-ce que IA donné peut aider à résoudre peut-être tout ou une partie de ces types de besoins? Donc, je pense que pour arriver à identifier ça, les choses qui en poussent, c'est, bon, une partie, c'est innovation sociale, intelligence collective, participation des citoyens, des dialogues sur ce sujet, permettent de poser les bonnes questions, voir les priorités nationales sur ce sujet, et en fonction de ça, voir à quel moment l'IA peut aider ou l'IA sert à rien. Parce que des fois, on reçoit pas mal de propositions, des financements, et des fois on regarde, on dit, mais c'est blockchain, on n'a pas besoin de blockchain pour cette problématique. Donc, je pense qu'il faut vraiment poser des questions locales pour avancer. Je pense que peut-être Luc va... Je rajoute quelque chose. C'est vraiment, la raison d'être de l'école, l'ENSC, l'École nationale supérieure de cognitive, dirigée par Benoît Leblanc. Il consiste à former des ingénieurs. Ce sont des ingénieurs. Dans la première question qu'ils doivent poser, c'est à quoi sert ce qu'on veut. Exact. La technologie n'est qu'une réponse. C'est pas ce final. Donc, en parlant d'opportunités, il faut déjà commencer par les problématiques et en fonction de ça, on peut avancer. Après, la deuxième point, c'est plutôt volonté politique. C'est peut-être Luc, c'est mieux placé pour parler de ce sujet. Il faut vraiment avoir une vraie volonté politique et émerger tout ce type de sujet et avoir une vision claire pour avancer. Bon, je laisse Luc
take over. C'est très difficile de parler après tous ces chercheurs, mais c'est une belle présentation, c'est vrai. Mais en fait, moi, je vais plus me rapprocher du terrain. On a aujourd'hui, quand on parle de la société, nous sommes à 80% de population. Et pour moi, l'innovation sociale, c'est répondre aux besoins de ces sociétés-là, de ces citoyens. Et parfois, nous sommes dans le transfert d'études universitaires, des décideurs financiers. Et très souvent, ce qu'on voit, c'est comment ces populations qui ont des grands besoins, et parfois des besoins vitaux, ne sont pas pris en compte dans tout ce qui est standard économique, financier, et comment aujourd'hui on les intègre. Et on a un point très important, c'est que si vous voyez par exemple en Afrique, ces populations sont très souvent noyées dans tout ce qui est informel, l'activité informelle de la société. 80% des startups en Afrique, c'est des petites structures qui n'ont même pas de bureau, qui n'ont pas d'ordinateur, leur donner 1 million, ils sont super contents. Et les besoins dont nous parlons, je suis totalement d'accord avec vous, ce n'est pas que les grandes entreprises, ce n'est pas seulement les grands industriels, mais cette société, elle est là, elle représente 70%. Et parfois, c'est comment je me déplace, comment je déplace un seau tous les matins d'un enfant de 5 ans qui prend un seau pour apporter de l'eau dans son foyer. Comment on règle ce problème-là? Personne parfois n'y passe et je fais attention. C'est là les problèmes de la société. Et l'innovation sociale est aussi attendue à ce niveau-là. C'est une absence de prise en compte, et j'ai un exemple super important au niveau économique, les marchés chez nous. Vous savez, en Afrique, il y a des grands marchés, et souvent, quand on a une discussion avec la Banque mondiale, on dit le PIB, l'endettement et tout, mais les grosses places de marché, c'est là. Vous passez à 4 heures du matin, vous avez des gens qui ont passé des centaines, des milliers de personnes qui sont là, qui vous fournissent à manger dans la population, qui vous fournissent des produits, des produits, des nourritures, des produits qui reviennent de la bourse, et il n'y a aucun indicateur économique. Mais il y a une place de marché qui fait peut-être des milliards qui n'est inscrit dans aucune ligne économique et financière. Et c'est là où, en fait, très vite, on se rend compte qu'il y a une absence de gestion du caractère informel où l'innovation sociale est réellement, peut être, c'est un levier de succès pour l'innovation sociale. On a un exemple. Le SMS aujourd'hui, ou le mobile money, on a pensé que c'était juste un outil technologique, mais en Afrique, c'est un outil social. Quand je fais un mobile money à quelqu'un, je règle une situation de santé, je règle un problème social. Et on s'est rendu compte que la technologie qui était, et vous allez même vous rendre compte que le mobile money est très peu utilisé en Occident. Parce qu'il y avait des systèmes bancaires, il y avait la grande industrie financière qui était établie, qui a empêché ces usages minimes. Mais en Afrique, c'était un vrai succès parce que ça a apporté des solutions aux problèmes sociaux. Et donc là, c'est super important ça pose le problème de l'acceptabilité du monde universitaire, financier, les grandes industries, les grands dirigeants de ces problèmes, de ces populations. Quels sont leurs problèmes? Très peu d'études, très peu de vérifications. Et nous pensons que l'IA peut être une solution, puisque très souvent, c'est quand nous vivons des situations que nous pouvons apporter des solutions. Et il y a beaucoup de jeunes, c'est pour ça que nous avons mis en place ces incubateurs des jeunes de quartier qui viennent dans un incubateur pour chercher les solutions. Et j'aime bien, alors je n'ai pas très bien reconnu, mais l'école qui a la question que vous avez posée tout à l'heure, à quoi va servir votre solution? C'est ça, moi, je pense. Mais c'est ce qu'on a proposé à ces jeunes. On a dit, mais aujourd'hui, vous avez le bac, vous avez 3 ans d'université, vous n'êtes même pas admis à la société académique parce qu'on estime que vous êtes un échec de la solution. Mais vous vivez dans un monde social qui a beaucoup de problèmes et vous apportez parfois des solutions qui ne sont même pas soutenues par les financiers, par les mécanismes existants. Et donc, nous proposons face à cela, dans ces incubateurs, en plus de ces incubateurs, c'est de pouvoir mettre en place une forme de cluster. Les gens d'en bas et les gens d'en haut, certains pensées, se souviennent, mais les gens d'en bas que nous sous-estimons parce que nous pensons qu'ils ne sont pas dans les règles académiques et tout. Comment aujourd'hui, le mobile money, l'Afrique a été un succès qui vient de ça, tout le monde en parle, mais je pense que le succès a une fois, il faut attendre une très belle histoire de réussite avec les technologies, mais ce n'est pas en se disant que l'intelligence artificielle viendra de l'Occident pour nous imposer les prompts qui sont ici et tout le reste. C'est comment la société qui a une difficulté au quotidien, comment on fait pour faciliter le travail des petits jeunes et des écoliers qui ne peuvent pas aller à l'école parce que parfois il n'y a pas de pont,
parce que parfois, il n'y a pas même une simple route. Donc, c'est là, moi, je pense que l'innovation sociale, elle est là, et la prise en compte de ces paramètres, parfois oubliés par les grands indicateurs, est important. Et l'intelligence artificielle, si nous formons ces petites startups, c'est ce que nous sommes en train de faire, au moins collecter les besoins, ces petits besoins, de les mettre sous une forme de confrontation avec les universitaires, avec les grands financiers qui ne vont jamais là-bas, ils attendent juste que vous ayez un milliard pour faire attention à vous. Je pense que les choses pourraient changer. Et donc, du coup, nous, on a mis en place quelque chose dont je parle du cluster, avec un caractère interdisciplinaire qui permet à ces jeunes à qui vous donnez 500 000 euros, moins de 1 000 euros, et qui sont capables demain de créer le PIB. La question, c'est est-ce que tous ceux qui sont dans le monde informel, comment on les emmène dans ce monde plutôt formel où il y a une intention particulière des décideurs? Et l'enjeu politique il est là, puisqu'aujourd'hui, je prends le cas de mon pays, le Congo, ou alors même d'autres de la sous-région que je connais un peu, plus ou moins, c'est comment on règle les problèmes de l'emploi, comment on règle les problèmes de l'occupation des jeunes. Je ne viens pas trop le terme employabilité, parce que j'y crois plus, on ne va jamais offrir 100% d'emploi, comme le plein emploi n'existera plus. Je peux dire une bêtise, mais je ne le serai pas. C'est impossible. Mais comment aujourd'hui un jeune peut être utile dans sa communauté? Comment un jeune peut être utile d'abord là où il vit autour de lui? Pour les gens, et vous voyez, prenez un exemple de la Chine. Bon, peut-être qu'ils sont plus nombreux, mais vous allez voir tous les milliardaires qui sortent de la Chine, ils commencent d'abord par chez eux et après ils exportent leur savoir-faire. Et il faut qu'on arrive à être utile là où nous sommes, parce que là il y a des besoins. Et donc il faut qu'on arrive à un accompagnement, c'est ce que nous mettons en place, c'est ce qu'on appelle des clusters. On invite les grandes entreprises à les soutenir des petits projets communautaires à travers des contrats, pas les aides, parce que les aides, ça aboutit. On pense qu'on les aura tout le temps, mais on se fait quand on produit, on est dans une compétitivité et dans le besoin d'aller de l'avant. Et donc, il y a aussi ce type de partenariat qu'il faut promouvoir et cette attention qu'il faut porter à ces citoyens-là. Et je pense qu'on aura réussi, au moins dans les pays sous-développés du Sud, à créer un impact économique et même social pour ces citoyens qui sont souvent démunis. Après, les grandes universités, vous allez apprendre, c'est toujours le même problème. On n'a pas de budget, on n'a pas de 10 milliards, on a 30 milliards. C'est 5-6% de la population. Mais les vrais problèmes ne sont pas là. Et je suis encore d'accord, il faut changer le mode d'enseignement. Aujourd'hui, bon, moi je me dis toujours 15 ans après, on parle du numérique en Afrique, on a beaucoup parlé de la fracture numérique. On n'a jamais tenté même une école supérieure où on sort des ingénieurs en Afrique. J'ai eu les autres écoles qu'on a améliorées, mais il n'y a pas eu de création de grandes écoles polytech et tout. La question, c'est quand on parle d'IA aujourd'hui, est-ce que demain, on est sûr que l'IA générative va transformer la vie des populations et être. J'aime bien me moquer maintenant des gens qui disent on va faire le plan technologique, mais vous allez faire quel plan technologique si vous n'avez pas réglé les problèmes principaux? Et les principaux problèmes, ce sont de la sécurité des citoyens. Et je pense que c'est là que va naître des initiatives plus importantes, voire la création des grands industriels. Et j'en parlais tout à l'heure, il faudrait qu'à un certain moment, on ait l'état d'esprit de créer des industriels locaux. Et ces industriels locaux naissent des petites activités qui sont parfois, on va dire, familiales et qui montent et qui deviennent après des grandes structures. C'est moi, ma compréhension de l'innovation sociale là où nous sommes. Et pour terminer avec l'IA, c'est aujourd'hui, on peut, si on apporte une attention particulière à cette couche de la société, à ses besoins particuliers, avoir un vrai impact d'un IA approprié aux besoins des pays sous-développés. Merci beaucoup, Luc. J'attends des questions de la salle. Merci beaucoup vraiment pour cette diversité d'éclairages. Je voulais juste témoigner par rapport à l'oralité qui souvent est présentée comme une limite, mais en réalité, pour moi, ce n'est absolument pas une limite, c'est juste malheureusement la manière dont est perçue et les standards internationaux. Sinon, l'oralité, c'est une langue aussi, comme ça aurait été l'écrit, comme ça aurait été autre chose. Et donc, nous, pour répondre à une partie de ce questionnement, on a fait soutenir une thèse, j'ai fait soutenir une thèse en février. Je vais d'abord en français, ensuite traduire en anglais, en français. C'est sur le Digital Health Literacy, l'illettrisme électronique médical. Comment faire pour inclure les patients, y compris ceux qui sont exclus du système classique, donc qui sont pas alphabétisés, ont du mal à comprendre les prescriptions, ont du mal à dialoguer avec l'expert qui lui a un langage très savant. Comment on fait pour l'inclure dans le système de santé? Elle a été soutenue. Et justement, on est resté sur les langues
du Burkina, parce que là, en l'occurrence, c'était deux pays de terrain, le Burkina et la Guinée, avec le Djoula et le Peul. On voulait aller avec même au Cameroun. Malheureusement, on n'a pas réussi à aller jusqu'au Cameroun. Mais l'enjeu, nous, on a contribué une initiative mondiale que vous appelez Mozilla Common Voice, qui est une plateforme que vous devez connaître. On a aujourd'hui, vous allez voir le Djoula, c'est notre contribution, enregistrer un ensemble avec les vraies populations des déplacés de Pazani au Burkina Faso, qui en général n'ont pas vraiment accès à ce type d'outils. Et en plus, il y a des outils aujourd'hui justement qui mettent en lumière, en tout cas, qui luttent contre, par exemple, les fausses nouvelles ou qui informent. Je pense au système 1, 2, 3, le Biamo et un truc social qui est mis en place dans plusieurs pays africains avec la langue locale qui fait, voilà, la langue locale, en tout cas des langues utilisées par ces populations. Et donc, ça a l'air de marcher, même si c'est encore petite échelle. Voilà un terreau qu'on doit investir et pas nécessairement le baisser parce que peut-être qu'on ne perçoit pas tout l'enjeu économique qu'il y a derrière. Vous vous rendez compte quand vous avez de la voix, comme je disais, je suis acquis sur un SMS pour le solde et que la personne puisse comprendre, interagir, réagir. Vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir sur la société. Et pour revenir sur les solutions, les problèmes locaux, les solutions frugales, je donne un exemple très simple. On raconte ça souvent quand on fait de l'éducation, au développement et la mauvaise solution au bon problème, entre guillemets, où on voulait, la vision start-up, la start-up voulait absolument créer une appli pour aider les agriculteurs à avoir la météo du jour, pour savoir s'il fallait récolter pour donner au marché, etc. Sauf que ces gens n'utilisent pas de la data sur leur portable, etc. La solution qui a été trouvée, c'est la solution frugale, correspondant à la réalité locale. Puisqu'il y avait une école au village, alors, chaque matin, on envoie un SMS à l'enseignant du village qui écrit au tableau la température. Les élèves voient la température, vont dans les familles dire aujourd'hui la température. Vous voyez, on n'a pas eu besoin d'outils. Et là, on a réglé un problème sans utiliser de l'IA, sans utiliser du, sans utiliser. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et enfin, je termine par là. Pour moi, un des gros enjeux, c'est un peu ça aussi qui a été évoqué là, c'est l'universalisation de la manière de penser les questions, les concepts et les solutions à apporter. Donc, et pas avoir uniquement une vision universelle, mais très unilatérale finalement. Enfin, j'ai conçu ma solution. À l'époque, à EED, c'est ce qu'on avait appelé concevoir et s'y réaliser là-bas. Non, c'est co-concevoir, co-réaliser. Et donc, c'est de rompre aussi cette idée et avoir l'universalisme, c'est l'universalisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste un regard d'ici vers là-bas, mais il doit être aussi du terrain. Bon, ça, c'est le message clé que je voulais apporter quand on veut faire aussi de l'innovation sociale. Merci beaucoup. La question pour Oui, j'ai une intervention. C'est une discussion. Je vous invite de vous présenter premièrement et après Bonsoir, je m'appelle Ken Lorenton, je travaille sur l'agriculture végétale et ce soir encore, je suis aussi doctorant. Moi, le directeur de recherche n'apprécierait pas que je dise accessoire sans soi. Juste dans la question. Vous êtes doctorant? Oui, je suis aussi doctorant à Bordeaux sur la digitalisation, les politiques d'innovation agricole. C'est très intéressant parce que j'ai parlé de mon engagement de thèmes de recherche en ce qui concerne l'impact de l'intelligence artificielle et de la digitalisation dans l'agriculture, dans les stations de recherche pour les étudiants. Et on pourra peut-être discuter l'activité. Donc, bon, en fait, malheureusement, je n'ai pas de questions, en tout cas pour l'instant, mais je voudrais juste mais aussi une petite contribution. Comme je travaille dans le domaine agricole, effectivement, il y a beaucoup d'innovations, comme certains l'ont dit, qui sont mises en œuvre. Mais la première remarque que j'aimerais faire, c'est que, comme on le sait, ce n'est pas que par rapport à l'IA générative, c'est par rapport à l'IA de façon beaucoup plus générale. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'innovation, en tout cas pour l'instant, et aussi beaucoup plus d'impact au niveau économique et social quand on considère l'IA pour sa globalité. Donc, l'IA analytique et aussi l'IA générative. Il y a beaucoup de startups, par exemple, qui utilisent les drones
qui ont parfois des logiciels qui permettent d'identifier automatiquement quels sont les problèmes des plantes juste avec un survol et qui peuvent automatiquement envoyer des recommandations aux producteurs pour que le producteur puisse utiliser. Donc, dans mon organisation, là où je travaille essentiellement, c'est la FAO Afrique. Nous avons travaillé avec des startups au Sénégal notamment et aussi ailleurs, qui ont utilisé ces systèmes d'intelligence artificielle qui ce n'est pas l'intelligence générative, afin d'appuyer les producteurs par rapport au conseil agricole, par rapport à tout ce qui concerne la maîtrise des maladies des plantes et autres, et qui ont tout ça favorisé l'offre de services, non seulement pour la start-up, mais également l'accroissement de la production pour les populations et pour les producteurs. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui ont lieu en Afrique dans ces domaines, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux, beaucoup de challenges, de défis. Et c'est juste par rapport à ça que j'aimerais faire de petites recommandations pour tout au moins pointer quelques éléments ou quelques domaines dans lesquels nous pourrions mener des actions afin de favoriser de meilleures innovations sociales. Et évidemment, je voudrais d'abord parler de la question des données. Par rapport aux producteurs, on a constaté que même si vous pouvez utiliser ChatGPT et autres, dans beaucoup de cas, les données qui ont été utilisées pour entraîner ChatGPT ne sont pas des données locales qui concernent par exemple le paysan dans le milieu rural, au fin fond du Bénin ou autre. Cela veut dire qu'on manque de données locales sur les activités agricoles. Donc, il est très important qu'on puisse encourager nos États pour que les États puissent favoriser la création, la digitalisation des données sur les activités économiques et que ces données puissent être disponibles si possible pour que les startups puissent mettre en place des services plus valorisés, des services à valeur ajoutée en utilisant ces services. Cela peut permettre de customiser, de personnaliser des outils parfois comme des ChatGPT ou autres, afin que l'utilisation de ces outils soit beaucoup plus pertinente pour les acteurs, les producteurs à la base, ou même donc pour les acteurs qui sont dans l'innovation. Donc, c'est vraiment les données dans les langues. C'est vrai que ChatGPT permet aujourd'hui de pouvoir converser dans certaines langues, mais les langues africaines sont très peu prises en compte comprises par cet algorithme. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'actions que nous devons mener par rapport à nos langues pour que ces langues soient beaucoup plus facilement, mettons, utilisables, exploitables lorsqu'on utilise des outils génératifs. Après, il y a évidemment toutes les questions liées au renforcement de la culture numérique, y compris en milieu rural. Toutes les questions liées au développement des infrastructures liées à la digitalisation en milieu rural, le haut débit, etc. Ce sont des bases sur lesquelles, si on ne les renforce pas, on ne pourra faire aucune IA qui ait vraiment du sens. Donc, c'est important qu'on n'oublie pas ces fondamentaux là et qu'on travaille là-dessus. Voilà à peu près les... Merci beaucoup pour l'intervention. Des autres questions dans la salle? Oui, merci beaucoup. La question s'adresse à Monsieur Luc. Vous avez bien passé effectivement, parce que ça a eu beaucoup d'impact du point de vue infocommunicationnel, comment on appelle ça, le décembre, vous avez posé dans une recommandation, vous avez proposé tout à l'heure de mettre en place des clusters qui pourront accompagner et aider les startups qui sont dans la logique de la production des solutions locales pour régler des problèmes locaux. Et donc, concrètement, comment ce modèle peut être mis en place? Ce modèle est mis en place le plus simplement possible, c'est que nous, par la mise en lumière, on fait valoir en fait ce que ces petites, moi j'aime pas dire start-up, parce qu'elles ne répondent à aucune règle de start-up, sinon, c'est plutôt des porteurs de projets. On demande à des entreprises comme Total, comme les sociétés pétrolières ou forestières, de venir voir un peu ce qui est fait et dans quelle mesure ils peuvent essayer ces produits dans leur entreprise. Ou bien même, c'est pas que du RSE, mais c'est, je prends le dernier exemple, le jeune qui a gagné, qui a pu faire le $3 millions, c'était de demander aux entreprises, maintenant, au lieu d'avoir toujours des services
de messagerie de courrier. Est-ce que si vous soutenez un porteur de projet qui fait de la messagerie à déposer du courrier, est-ce que ça va lui rapporter quelque chose? Oui, ça lui a rapporté quelque chose, puisque après avoir travaillé avec une société de brasserie, il est étendu son marché sur plusieurs entreprises. Là, c'était une forme de cluster entre un petit kiné sur des applications digitales en commande du déplacement, comme un petit Uber, hein, une course, il y a une course de dépôt de produits ou de courrier ou d'aliments, et même petit, jusqu'aujourd'hui, il a réussi à développer ce business-là et ça va lancer. Et donc, c'est des petites mises en lumière comme ça. Et pour nous, cluster, ça veut dire que c'est pas, vous ne jouez pas dans la même cour. Et vous ne jouez pas dans la même cour. Vous êtes, parfois, ça peut prendre l'allure d'une assistance, d'une aide, mais en fait, c'est donner l'opportunité à un jeune porteur de projet de signer un contrat. Et c'est ça ce que nous appelons cluster. Et puis, il y a la dimension universitaire qui, malheureusement, n'est pas assez encore développée parce que ça nécessite de la recherche. C'est-à-dire que quand on a aujourd'hui des solutions sur les coopératives agricoles, comment l'université peut porter un sujet de réflexion sur ce domaine-là et venir sur le terrain améliorer un peu les choses pour les rendre un peu mieux organisées. Et voilà ce que nous menons. Nous sommes aujourd'hui un des incubateurs dans l'université et c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de centre de recherche et les étudiants ils viennent souvent pour avoir un petit ABM. Et là encore, c'est un travail social à faire parce que l'étudiant ne vient pas pour rechercher, il est sûr que diplôme, pas de diplôme, quand il vient là, il a pas la bière, il faut pas de bière. C'est un déplacement. Donc voilà, ça la réalité que nous vivons. Mais dans ces conditions, lorsqu'on va vers des modèles qui déclenchent le développement, où ces données vont être imprégnées sur les calculateurs, Exactement, c'est ça. Pour la réduction du temps, sur les calculateurs du taille, et que on lance les simulations à un niveau effectivement, l'entreprise qui a hébergé l'entraînement, soit ces calculs, déclare qu'ils ne peuvent pas continuer. Exactement, c'est ça. Ça, ce problème, moi, j'aurais souhaité qu'on réfléchisse à ce problème et qu'on apporte des solutions pour dire, effectivement, on peut évoluer vers le niveau de signature du contrat par des porteurs de projets tels que vous avez dit. Mais là, lorsque nous allons quitter le niveau du porteur de projet qui n'arrange qu'un individu et déclencher vers le développement, c'est-à-dire à un niveau d'IA où l'usage sera plus développé, ça fait demande à d'autres stratégies et à des organisations qui ne sont pas dans les mêmes logiques, mais dans la même norme que ce que nous vivons sur le terrain. Alors, c'est tout à l'heure, j'ai insisté sur le volet informel, le caractère informel de l'activité qui nous emmène vers l'innovation sociale. Là, vous abordez un sujet très important et je crois que le professeur en a parlé tout à l'heure, il parle de l'expérimentation. Une fois que le modèle, il aide à résoudre un problème local, ce qui permet à ce jeune entrepreneur de vivre de cela. Après, il faut voir comment on le généralise, comment on le fait rentrer dans des règles, parce que qu'on le veuille pas, on ne va jamais dérégler l'existence des indicateurs internationaux et tout. Après, c'est là où on a besoin de centres de recherche, même de laboratoires dans les universités, pour l'expérimentation. Comment on accompagne quelqu'un qui sort de l'informel, qui n'a pas le background académique, qui n'a pas les outils de calcul comme, même pas les outils de calcul, mais d'appréciation des marchés, pour qu'il devienne un industriel et qu'il soit un moteur, un accélérateur d'une économie. Et là, on a besoin des universités, on a besoin des centres de recherche, on a besoin des chercheurs, on a besoin des R&D qu'on n'a pas. Donc, l'expérimentation, parfois, limite même l'innovation et, par conséquent, le développement économique. Et c'est ça, le nœud aujourd'hui, c'est un des Oui, Benoît Leblanc, je suis professeur à Bordeaux et je dirige l'école d'ingénieurs dont on a parlé CSS Bordeaux tout à l'heure, une école qui met des facteurs humains et il y en a. Ma question était plutôt sur une remarque. En fait. Je m'imagine si on avait inventé le moteur explosion et que 2 ans après, on avait des voitures qui sont opérationnelles. Imaginez que ce soit quelque chose qui soit allé si rapidement que ça. Et là, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des voitures à des gens. Et en fait, le problème, c'est que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'on peut faire avec une voiture parce qu'ils n'en ont pas une. Ils vont se dire, je peux aller n'importe où. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que je vais aller faire n'importe où? J'ai besoin de données, j'ai besoin de route. Oui, d'accord, mais bon, à la limite, je peux marcher, je peux rouler s'il n'y avait pas d'autre. Et donc, cette espèce de parallèle que je voulais faire, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, mais j'essaie de trouver quelle est la technologie qui aurait pu apparaître comme ça, sur laquelle dont tout on parle, mais qu'en fait, on a du mal à se projeter dans son propre action qu'on va avoir derrière.
Et je pense que si on veut avoir des éléments concrets, c'est vers ça qu'il faut. Alors tout à l'heure, Célestin disait qu'on peut peut-être imaginer les usages qu'il va y avoir. C'est très important de penser aux usages dans ce cadre-là, avant de développer la technique, parce que sinon on va aller n'importe où. Mais faire exprimer les usages des gens, parfois, ça va être très très bon. Et je voudrais juste compléter quelque chose qui est que sur les données pour faire attention aux choses. La grande, même, je peux prendre Renault, tout ce qu'on sait, pour la première fois, vous nous direz, les données d'appartement, etc. On ne sait pas que. Alors, mais non, vous donnez. Non, ça ne suffit pas pour modéliser le conducteur. Donc, la grande chose, tout ce qu'on etc. A des données collectées. Mais le modèle de données correct ne permet pas de modéliser le conducteur. Donc, pour faire attention à quelque chose, c'est qu'on peut faire dire à des données n'importe quoi. Donc, il faut qu'on parle d'abord. Les données doivent correspondre à un modèle. Et on ne peut pas faire avec des données quelque chose que le modèle n'a pas prévu. Oui, parce que nous partons du principe, du prérequis qu'on veut s'attarder sur le conducteur. Mais je ne pense pas que l'intérêt de Renault, c'est de pouvoir modéliser sur le conducteur. C'est plutôt l'efficacité et la qualité de ce véhicule. C'est aussi la problématique, comment on la pose. Et je pense qu'aujourd'hui, je rejoins ce que l'on dit, c'est qu'il faut apprendre à être surpris. On n'est plus dans des modèles préétablis, il faut attendre la surprise qui pourrait venir on va dire du panaché de nos réflexions, de la technologie et tout. On ne peut pas anticiper, mais au moins, on peut donner l'opportunité, dans le cadre de l'innovation sociale, à des jeunes qui sont dans un modèle totalement, on va dire, marginalisé de nos règles et préétablis, de devenir aussi des acteurs de la société économique, de la société à propulser l'économie. Mais je suis totalement d'accord avec vous, il y a tellement de modèles et l'idée dans le social, je dis bien dans le social, nous avons tendance à les marginaliser puisque ces indicateurs ne sont pas pris en compte. Oui, en fait, tout ça est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont émergé. Et puis, il y a quelque chose, encore une fois, qui caractérise cette technologie, c'est la vitesse avec laquelle elle se développe. En fait, on n'est plus dans les mêmes paramètres de réflexion. Là, tout s'accélère. Et en fait, la question qui se pose, est-ce que... moi, je fais un peu le plaidoyer aussi du chercheur, parce que nous, en tant que chercheurs, nous sommes toujours à la recherche de terrain. Et l'économie sociale et solidaire est un terrain très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis sur l'IA générative, c'est un terrain énorme. Donc, il n'y a pas de gap entre ce terrain, au contraire. Hein. Alors, ça, c'était juste pour que je n'oublie pas. Mais en parlant de cette accélération, en fait, de la vitesse avec laquelle cette technologie on se demande, est-ce qu'on va partir des besoins du marché ou on va se dire, il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire avec? Moi, je ne suis pas aussi catégorique, c'est-à-dire, moi, en tant ma spécialité, c'est le comportement du consommateur. Les cas d'usage aussi en lien. C'est-à-dire, pour moi, je rejoins par rapport à ce qui a été dit, avec le cognitif, je suis toujours... Alors, d'accord. Alors, à la limite, c'est pas qu'est-ce que je peux faire avec mon application, et déjà, quels sont les besoins et quelle application je vais créer. Ça rejoint un peu la même chose. Il y a tellement de besoins, mais parfois, on se dit, tiens, il y a une technologie, comment je vais l'appliquer? Et je ne veux pas aussi, je n'en veux pas à ces jeunes qui disent, j'ai une technologie, il faut que je mette de l'IA, pour une raison très simple, c'est qu'il y a un financement. Quand vous dites, il y a une brique de d'IA, du moins en France, il y a beaucoup de budget. Et là aussi, c'est-à-dire, c'est pour ça que je dis parfois, on dit, il faut mettre de l'IA, parce que dès que vous dites IA, là, vous faites partie du plan stratégique du développement. Donc, vous voyez, en fait, moi, j'ai beaucoup de liberté, j'en parle parce que je ne suis pas politique, mais aussi, je suis en entrepreneuriat, donc je dis, il faut qu'on fasse attention parce que l'entrepreneuriat doit faire du développement économique, social, il y a beaucoup aussi d'impact, beaucoup d'enjeux, mais c'est pour ça que je parlais d'ambivalence tout à l'heure, c'est quel équilibre, il faut qu'on trouve un équilibre pour qu'on puisse profiter des financements. Quand il y en a. Quand il y en a. Mais il y en a pas. Et le problème, excusez-moi, mais je suis totalement d'accord avec tout ce qui se dit. Et la question ici, c'est comment on se positionne dans ce temps. Moi, je suis pas politique. Je vous dis que je ne suis pas politique. Je conseille du commis depuis tout le temps, mais je ne suis pas dans un parti politique. Je ne vais pas couper les discours, je suis resté tout. Et c'est une argument dans ce moment. Mais la vérité est plus sociale avec le savoir. On se dit, non, voyez, on rassemble les jeunes, les partenaires, et on fait, c'est vraiment de l'ONG. Mais la question est comment, aujourd'hui, la question essentielle, elle n'est pas la même que ce soit en Occident ou en Afrique. C'est comment on facilite le bien-être des gens.
comment aujourd'hui on creuse, qu'on arrête un peu ce désastre existentiel d'un segment de la population. Je peux vous dire, moi j'ai grandi dans un quartier peut-être huppé à l'époque, mais je suis aujourd'hui dans un quartier correct, j'ai pas de. C'est incompréhensible. Il n'y a pas de qui coule. Et l'électricité, si vous n'avez pas de groupe électrogène, on n'a pas connu ça. Vous voyez qu'il y a une courbe un peu décroissante de la qualité de vie pour une classe moyenne qui semble être la meilleure, mais qui ne vit pas dans les conditions minimum qu'il faut. Alors, imaginez-vous ce que ça représente pour 80% de la population qui n'ont même pas accès à ces minima. Alors, l'innovation sociale, pour moi, c'est comment on touche ces gens-là grâce à notre intelligence, grâce à tous ces mécanismes qui existent, et comment on les fait entrer dans ce système. Parce que ce que l'on ne voit pas assez, c'est quand vous êtes dans un marché populaire, il n'y a pas de calculatrice, il n'y a pas de machine à payer avec carte bleue, il n'y a pas de transaction de facture et tout, mais les gens qui sortent de là passent des millions de francs, etc. Et comment on intègre ça dans nos règles de projection, de modèles et tout ce qui va avec. Et c'est pour cela que j'insiste encore, c'est où on se positionne. Et moi, je suis d'accord qu'en France, c'est pas. Il y a des budgets, oui, moi, je vois aujourd'hui, je ne cache pas, mon lève pour un salon, je suis pourtant de la sphère politique, mais sans être politicien. On arrive à lever des fonds par le partenariat sponsoring à des sens considérables pour faire ce qu'on fait, pour faire venir autant d'autorités, de personnes et tout. Mais il n'y a pas un franc public. Et je pense qu'on peut le faire aussi dans la société. Donc voilà, et par contre, en France, vous aurez des budgets, vous aurez Proparco, vous aurez l'AFD, vous aurez tout le monde dit on a mis 10 milliards, 30 milliards. Ouais, mais ça, c'est pour les grandes structures. Mais les 80% de ceux qui n'ont même pas le pain, l'eau, l'électricité, comment on les aide? Mais ça, c'est un sujet. Je rêve, invitez-moi, je rêve de mener une étude comportementale cognitive dans ce marché. C'est ça, et quand on sortira des choses qui sont, par exemple, des capteurs qui ne coûtent rien, 10 $. On va vous dire exactement ce que font les femmes tous les jours. C'est quoi? Comment elles utilisent? Qu'est-ce qui est ça? La dépense énergétique, qu'est-ce que c'est? Nous avons, tout ça existe aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont maîtrisées, des approches que nous maîtrisons bien au niveau de la recherche aujourd'hui, qui sont vraiment l'étude comportementale. Et bien, voilà. C'est simple, ça. On attend des chercheurs, des universitaires qui vont nous dire, bon, voilà, par rapport là, je pose un problème. Je voudrais prendre aussi la dimension occidentale en disant qu'on a mis des fonds, on a levé tant et tout, bon, et ça allait passer, ça fait bon, on a applaudi. Mais là, je parle de la réalité du quotidien de vie. J'ai une question pour vous, puisque ça devient débat. Parce que sinon, il faut que j'attrape un peu la. Alors, moi, j'ai une question un peu triviale. Et qui vous dit que ces gens-là ont envie de sortir de l'informel? C'est ça. Alors, je suis aussi. Donc, je connais mon pays d'origine qui est la Tunisie. Et le marché informel est très important. Et il y a eu beaucoup d'initiatives politiques pour sortir un peu le marché informel. Alors, le marché, on leur a donné un espace couvert avec. Alors, c'était le vide total, c'est resté vide. Ces gens-là doivent rester dans l'informel pour X raisons. Déclarer les millions ou pas, c'est pas. Non, mais ça, c'est une réalité, puisque vous parlez de réalité de terrain. Si on veut réellement être proche de la réalité du terrain, on va se dire comment créer un équilibre pour que ces gens-là se développent dans leur informalité. Je pose des questions. C'est bien. Et voilà, parce que qu'est-ce qu'on peut leur faire? Parce que 80% peuvent rester dans l'informel. Après, où est le point d'équilibre? On a eu le même problème en Côte-Nord, dans une deuxième ville de mon pays, où on a mis un marché moderne avec même à la ville, gros marché total. Je vais vous dire même, ils l'ont mis en étage. Personne n'y va parce qu'ils disent, mais vous rigolez. Les mecs qui passent là, ils ne mangent même pas. Ils sortent pour jouer des fatigués, personne n'y va. Parce que la solution, là encore, elle vient du haut. Elle vient du haut et elle s'impose pour dire qu'on a modernisé nos vies. On n'a pas modernisé les conditions de vie de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là n'attendent pas forcément d'avoir ce moyen de client. Si elles vendent quelques 1000 francs par jour, qu'est-ce qu'elles fait avec 1000 francs? Parfois, elles achètent un comprimé dans la rue parce qu'elles ont pris ton malade.
Parfois, c'est juste parce que il va faire le marché de cette journée-là et manger. Or, si la solution, et c'est là où c'est très important de comprendre le comportement de ces personnes, c'est de dire à cette personne-là, quand vous venez travailler, votre enfant est à l'école, que les cours sont payés. Ou bien, en tout cas, vous pouvez couvrir les frais de scolarité de votre enfant. Si vous êtes à l'école et que votre enfant est malade, ne vous tracassez pas, vous pouvez trouver la solution de soins. Or, à proximité, par faire le centre de santé. Si vous dites à cette personne, pendant que vous travaillez, vous pouvez faire des économies, acheter une maison plus tard, dans combien de temps? Même, et vous lui dites que la solution viendra du fait que c'est dans ce bâtiment qu'on a construit que vous allez avoir la solution à ces problèmes-là. Le regard sera différent. Or, les politiques telles qu'elles ont fait, peut-être qu'il a manqué des sachants et des universitaires qui ont accompagné pour le changement de compréhension de l'environnement. Quand on a mis un bâtiment, c'est moderne, venez. Après, on va dire, mais oui, maintenant, il y a l'électricité, tu dois payer 5 ans de plus. Après, on va dire, mais maintenant, il faut entretenir, il faut balayer, tu as encore des charges de 200 francs. Et sa marge économique n'est plus. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons avec les infrastructures. On met des infrastructures parce que c'est moderne, mais on ne met pas des infrastructures parce que ça doit changer les conditions de vie des personnes. Et c'est là où les clusters sont super importants. C'est là où on comprend que l'université, les industriels, les financiers doivent réfléchir ensemble pour comment on emmène ces personnes à solutionner le vrai problème. Et j'aime bien cette école, je partirai de là avec cette bonne idée, comment on gère un problème, pourquoi on veut résoudre un problème. Si c'est juste pour dire qu'on a eu des bâtiments dans la ville et que ça dégrade les conditions de vie des gens, on ne peut pas apporter la solution. Donc voilà, ça dépend aussi comment on se situe. Mais moi, je ne suis pas politicien, je fais de luxe au quotidien. Et je peux vous dire, je terminerai par cet exemple, il y a 10 ans, pour avoir travaillé en Europe, et vous êtes de Lyon, je ne sais pas si vous connaissez le monsieur Data Center de PCFR, mais j'en étais le premier responsable à 22 ans. Et je peux vous dire que quand vous rentrez en Afrique, que vous dites à une population de qu'on va mettre l'Internet au débit dans le fibre optique, en 2010, il n'y a pas 2-3 décennies là. Les gens vous disent, vous êtes fou, toi tu es aussi dans, c'est pas possible. Et dit, vous êtes mis en minorité par tout le monde, même rejeté. Et aujourd'hui, vous avez une couverture de 40% de la population en fibre optique. Ça veut dire que les autres peut-être n'y croient pas aujourd'hui, mais si l'expérience acquise par ceux qui ont vu réaliser des choses et avec une ténacité est imposée, on va avoir des choses extraordinaires. Bon, je pense que Luc le tu dit sur cette partie et sur les secteurs informels, même dans les fonctions et sociales, ils n'ont même pas accès à toutes ces choses. Donc, si on met en place toute cette écosystème, ça permet parce que culturellement, il faut quand même comprendre une chose. Je connais des gens, à côté de choses comme ça, quelqu'un qui vit en France, qui est arrivé en 62, etc., et qui dit, mais je ne comprends pas. Mes petits-enfants, je ne les vois pas. Mais les petits-enfants disent, mamie, elle a une retraite, elle a du besoin. Et mamie qui dit, moi, je ne comprends pas, moi, je ne suis pas né comme ça. Je suis né dans une culture africaine, mes petits-enfants me rendent visite, etc. Donc, je vais dire par là que je crois vraiment que ce qui est important, c'est que la première chose, toujours la recommandation, vous devez toujours partir dans nos cours en commission. Première chose, c'est vous devez toujours observer. Vous ne pouvez pas changer vous-même, vous n'allez pas observer. La première règle, c'est l'observation. Vous devez observer les gens. Dans une usine, on observe. Vous voulez venir usine 4.0? Je vous réponds ceci. Mais savez-vous ce que font vos employés? Air France me dit, non, Airbus, nous voulons faire un copilote électronique. Pose une question. Que fait le pilote? Vous savez? Non. Ça part ça. Que font deux pilotes dans son avion? Vous savez ce qu'ils parlent? Comment est-ce qu'ils se disent? Oui, bien sûr. Et les choses. C'est ça, tout ce qu'on sait, c'est que l'avion décolle, il arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, avant de commencer par dire, je voudrais, avec l'intelligence commerciale, remplacer, avoir un avion avec un seul pilote et un système embarqué électronique intelligent pour avoir un seul pilote. Il faut les pilotes. Que faut les choses? Nous devons, au départ, précisément toujours l'observation comportementale. Que font les populations? Quels sont leurs besoins? En quoi est-ce que la technologie répond à améliorer en besoin, en efficacité, en efficience? Quelle technologie on va choisir? Elle peut être ce qu'on voudra, du numérique, le saura, mais on la choisira.
la plus appropriée. Des interventions de la salle? Monsieur Driss? Oui, je vais être rapide. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, c'est passionnant, mais j'essaie toujours que il y a des enfants ont tendance à sortir un peu parce que c'est passionnant, par exemple, c'est de femmes qui mettent ça, c'est un peu invisible. On l'a invisible, et l'innovation sociale, souvent, est invisible parce que elle est soit c'est un petit phénomène, soit ça émane du monde informel, notamment dans les autres pays du Sud. Je pense aussi à la valorisation de la recherche. L'IA facilite l'identification de ce qui est écrit, en fait. Et peut-être qu'il favorise à travers la capacité à collecter l'information, qui peut favoriser l'innovation, peut alimenter l'innovation. Ma question, c'est est-ce que c'est visible ou pas? Après, j'ai une autre question, parce qu'on sort un peu du sujet, mais j'ai envie de vous poser une première question. Que peut-on faire, nous, à notre niveau, que peut-on faire dans ces domaines, en utilisant ces nouvelles technologies? Comment peut-on favoriser au niveau de l'éducation, peut-être? L'éducation de n'agit pas, francophonie scientifique, on n'agit pas uniquement à l'université, mais on peut agir plus en amont. Comment peut-on faire diffusion peut-être de l'information, dans la sensibilisation? Comment peut-on faire pour une innovation sociale plus impactante, plus efficace pour améliorer les conditions de vie des populations? J'ai une deuxième question aux informaticiens que vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, mais essayez peut-être d'y réfléchir, peut-être au niveau des restitutions, on en reparle. Plus on utilise l'IA et plus il y a du contenu d'intelligence artificielle dans les cours, plus de données disponibles. Et plus donc l'IA utilisera des contenus produits par l'IA elle-même. Une sorte de consanguinité qui risque de finir. Parce que, quoi qu'on fasse, l'IA est incapable de générer autant d'informations nouvelles en si peu de temps. Et plus l'IA sera forte, plus il y aura du contenu IA, et plus l'IA s'auto-alimentera par elle-même. C'est une question qui m'a toujours interpellé depuis qu'on pense à l'IA. Si vous avez des réflexions là-dessus, je suis preneur, indépendamment des thématiques que vous êtes. Premièrement, vous voulez. Je vais essayer de toucher un peu sur les premières questions qui parlent des diffusions, de la recherche dans l'espace francophone. Je pense que c'est même au-delà des espaces francophones parce que les recherches doivent aller au-delà des langues, anglais, français et tout ça. La question qui se pose, c'est que est-ce que la recherche actuelle, les gens lisent les recherches ou c'est juste dans les répertoires scientifiques? Des fois, on fait des recherches avec des recommandations pour les politiques publiques et tout ça. Est-ce qu'ils lisent vraiment? Est-ce qu'ils regardent? Je ne sais même pas est-ce qu'ils sont même au courant que ce type de recherche sont dispo? Voilà. Donc, la question qui se pose, c'est que est-ce que l'état actuel d'une recherche, les objectifs, on attend vraiment les objectifs, les productions des connaissances, les productions de recherche, est-ce que ça attend les objectifs que nous, on souhaite que ça attend? Si ça parle aux décideurs publics, est-ce qu'ils lisent? Est-ce que les formats leur conviennent? Parce que si on regarde même les formats, des fois, il y a je ne sais même pas combien de pages pour un papier de recherche. Et des fois, les langages qui est utilisé, c'est trop scientifique. Donc, dans les diffusions de recherche, on peut avoir les volets scientifiques avec tout ce langage, mais dans les valorisations des recherches, puisqu'on peut avoir d'autres formats, peut parler des recherches qui étaient faites pour attendre les buts, pour attendre les cibles. Et nous, on voulait que cette recherche.
Attends, donc, je pense qu'il faut qu'on regarde toute cette partie, parce que des fois, il y a des recherches où on parle, ça touche aux populations, et en fait, les populations, elles n'ont même pas accès aux documents, et même s'ils ont accès, ils ne comprennent même pas. Donc, est-ce qu'on peut penser au format qui adapte on dit Review, est-ce que c'est WhatsApp, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir du format pour faire diffuser des recherches pour avoir un vrai impact dans les sociétés qui ont dit. Ouais. Merci. J'ai la réponse. Oui. Alors, j'ai la réponse parce que c'est ce qu'on fait à notre chaire de recherche. Qui est, il y a déjà dans toutes les universités, ou la plupart des universités, le volet valorisation de la recherche. Et ce volet valorisation de la recherche, c'est la vulgarisation de la recherche académique. En France, la Flèche, par exemple, demande à des chercheurs de faire des vidéos d'1 minute 30 sur un sujet. Il y a The Conversation, qui est aussi un média qui fait la vulgarisation de la recherche. D'un autre côté, notre chaire de recherche est une chaire qui travaille sur des problématiques qui sortent des besoins d'entreprise. Donc, alors, recherche-action, par recherche-action, voilà, sans entrer dans un problème de sémantique, c'est une recherche qui doit avoir un impact sur le terrain, d'une part, mais comme vous savez que dans beaucoup d'universités, on a aussi des impératifs de publication, n'est-ce pas, avec des impératifs aussi de ligne éditoriale. Donc, on doit respecter également une certaine ligne éditoriale pour les publications. Donc, ce que nous faisons à la chaire de recherche, puisque nous sommes des chercheurs, mais aussi nous répondons à des problématiques terrain, on a toujours deux versions. On a la version publication, etc. Et puis, on a une version qui va être présentée au grand public. D'ailleurs, à 17h15, j'ai un webinaire sur l'impact de l'IA pour un métier avec une fédération de profession qui est un métier de l'ADP. Donc, on travaille là-dessus, avec une fédération française, sur un métier. Parce que, et là, on n'a pas eu le temps de parler de ça, c'est que c'est l'impact social de l'IA, l'impact sur les métiers. Et il faut savoir qu'il y a certains métiers, certains corps de métiers qui flippent, c'est le mot, par rapport à leur métier, par rapport à l'IA. Et ces gens-là, aussi, on essaie de les rassurer parce qu'on a un travail également d'assurance, de réassurance et puis d'explication de ce que c'est qu'il y a, ce qu'apporte l'IA au métier, comment le métier se transforme avec des métiers qui vont disparaître, on va dire, se transformer. Donc, il y a aussi cet impact social. Tout ça pour dire qu'on fait de la recherche, mais la recherche, comment dire, intelligible, la recherche qui parle aux gens, aux métiers et même au commun des mortels, puisque moi, j'ai fait des conférences chez les jésuites, dans l'église. J'ai fait des conférences pour des enfants et j'ai fait avec la même thématique, mais avec des langages différents, pour des clubs de retraités. C'est-à-dire qu'il faut que le chercheur ait aussi cette capacité de rendre son discours intelligible et pour parler du terrain, effectivement, la vulgarisation. Voilà. Donc, on doit faire ça. Exactement. Vous pouvez venir avec votre recommandation concernant l'impact de l'intelligence artificielle et les futures stratégies concernant l'innovation sociale? Oui. Recommandation? Oui, juste une petite remarque, c'est qu'il me semble que le rôle de la recherche, fondamentalement, est sur les connaissances. En tant que tel, en tant que chercheur, c'est la seule préoccupation que je fais. Mais il y a une responsabilité que nous avons, à la mesure où la nation commence la recherche, d'avoir une auto-valorisation en termes de, mais bien évidemment, qu'est-ce que nous avons fait de cet argent? Et ce se fait à la fois par le transfert, la vulgarisation. Et j'aime souligner, par exemple, pour le bicentenaire de la Révolution, il y a les universités de tous les savoirs au musée des arts et métiers. J'ai trouvé cela extraordinaire. Vous aviez tous les soirs ou chaque semaine, il y avait un cours qui était délivré. L'amphi de, je sais pas, 1500 personnes était blindé tout, mais incroyable. J'ai été fasciné. Les gens faisaient que dans la rue, sur les mathématiques, sur la géométrie de Riemann.
c'est pas possible. Heyman, comment ça peut intéresser des individus? Il faisait la queue. Donc, les initiatives sont pas. En tout cas, c'est là que elle m'a marqué profondément. Donc, pour revenir sur, en tout cas, les recommandations, je pense que la première recommandation, en ce qui concerne, si on revient en tout cas à l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut d'une part que les corpus, il faut une initiative forte en matière de corpus, que ce soit des corpus RAW, etc., qui seront disponibles. Corpus disponible. Ensuite, il faut des initiatives de transcription, évidemment. Et ce que j'ai indiqué tout à l'heure, on ne peut rien faire, on n'est pas quelque chose qui est la co-innovation, c'est-à-dire faire en sorte que les populations soient partie prenante de cette initiative. Donc, si vous collectez un corpus au détriment de cette je ne vois pas comme ça ne peut pas marcher. Et c'est parce que vous avez fait cela que vous avez l'obligation de retour. Nous vous êtes sollicité. Vous avez accepté. Voici ce que nous avons fait. Nous avons fait ceci. Voici la réponse. Donc, vous aurez ainsi cette obligation de revenir vers ces populations, expliquer ce qui a été fait. Donc, il me semble-t-il, cela me semble être un retour vertueux. Et je termine en disant ceci, la réponse à votre question, oui, ça pose un problème. Si vous avez les CV, vos futurs CV, mais il y a, quand vous les avec un point plus génératif, vous avez pris dans une production le corpus existant pour en créer de nouveau. En fait, vous n'avez rien créé de nouveau, parce qu'on avait créé la même chose. Un système qui va auto-apprendre la même chose, etc. Donc, vous avez un problème. Donc, il y a un problème. Tout très clair. Et donc, et je terminerai pour ma part, c'est que si l'IA générative avait existé pendant le Moyen-Âge, nous serons toujours connus par le français du Merci beaucoup. Oui, parce que... Je voulais essayer de répondre à une observation que monsieur a fait par rapport à, mettons, l'autogénération et l'augmentation des plateformes d'IA par les contenus gérés par l'IA. Je pense que cela montre qu'on a beaucoup plus besoin de l'humain encore, pas que l'humain va disparaître, on a encore besoin de l'humain pour pouvoir servir de médiateur. Donc, les interfaces homme-machine doivent avoir davantage de pertinence actuellement lorsqu'on parle d'IA. Donc, l'humain a encore vraiment sa place. Et l'apprentissage de la connaissance de comment aborder l'information aux enfants ou aux jeunes est très importante pour que les jeunes, les élèves puissent pouvoir identifier, savoir bien lire l'information et savoir peut-être quels sont les patterns que l'information a qui peut montrer que c'est plutôt une information synthétique ou bien qu'ils puissent avoir des dispositifs qui permettent de pouvoir vérifier les informations. Donc, la capacité de lire l'information, de comprendre l'information, je pense que toutes ces compétences, on doit les renforcer au niveau des jeunes, au niveau des élèves. Je pense que c'est un élément important sur lequel nous devons davantage travailler. Et j'aimerais juste, je ne sais pas si ça c'est dans le débat ou pas, mais il y a deux points que je voudrais rapidement mentionner. Aujourd'hui, les plateformes de curation d'informations, mettons, de publications scientifiques basées sur l'IA, on parlait tout à l'heure de Sciencespace, ces plateformes, mettons, collectent des informations qui sont uniquement des informations accessibles dans des bases de données internationales, dans lesquelles on n'a pas forcément la recherche francophone ou la recherche venant de certains pays en développement. Cela veut dire qu'aujourd'hui, lorsque ces nouvelles plateformes se créent, elles mettent à disposition de nouvelles informations, beaucoup de gens les utilisent, mais en fait, ces informations sont très parcellaires. La plupart de ces informations, ces publications, des publications non francophones, et encore moins des publications, mettons, africaines et autres. Donc, je pense que la francophonie pourrait renforcer le développement de plateformes de curation de publications scientifiques ouvertes, ou mettant en avant des publications francophones, des publications qui sont ouvertes, que on est, lorsqu'on utilise cette plateforme d'IA pour avoir de l'information scientifique, on puisse aussi identifier des informations francophones, des informations africaines, etc.
Donc ça aussi, c'est peut-être une recommandation qu'il faut peut-être formuler comme il se doit et faire éventuellement à l'application. Voilà, merci. Je peux te donner une réponse et M. Adrian peut être d'accord avec moi. L'AEF a une stratégie de développer des publications francophones et aussi a commencé, sont plusieurs revues qui sont en train d'être développées. Et aussi, cette année, une des stratégies a débuté avec, dans chaque domaine de l'activité, de développer des cours de méthodologie de recherche pour apprendre les doctorants et les postdoctorants, de faire la recherche et d'orienter vers la publication de revues francophones. Par exemple, j'ai déjà vu que dans le monde scientifique, les chercheurs doivent publier dans les revues indexées dans les bases de données, et premièrement dans la base de données Web of Knowledge, ici Web of Knowledge, mais j'ai déjà observé que ce sont des revues qui publient dans 3 langues les mêmes articles, par exemple en français, en espagnol et en anglais. Et à cause de ça, nous pouvons orienter nos chercheurs d'ouvrir ces pistes de recherche vers la publication en français pour être accessibles aux chercheurs, par exemple, de pays qui ne sont pas très riches, et de publier dans l'accès libre français pour avoir la possibilité de développer leurs compétences en français. En plus, chaque année en Roumanie, sont des boursiers Eugène Ionescu. Sont des boursiers qui viennent partout dans le monde francophone. Les bourses sont financées de l'AEF et de le gouvernement roumain et sont pour le doctorat et le postdoctorat. Franchement, les doctorants et les postdoctorats arrivent dans les universités roumaines partout dans le pays et travaillent sur leur thèse ou sur l'article de recherche. Et après, sont en train de publier ensemble avec le tuteur qui a été en Roumanie. Par exemple, dans les dernières années, je suis membre dans le jury de plusieurs boursiers Eugène Ionescu ou rapporteurs de la thèse. Et en plus, j'ai publié ensemble avec eux des articles dans les revues très bien indexées. Et comme ça, c'est établi une relation entre les boursières et Eugène Ionescu partout dans le monde et les chercheurs et les professeurs de la Roumanie. En plus, la semaine dernière a été à Bucarest un atelier de recherche en ce qui concerne comme nous publions dans les revues francophones. Et on était présents aussi de doctorants roumains et de doctorants Eugène Ionescu et postdoctorants qui ont été ici pendant cette période-là. Et j'ai montré que ce sont plusieurs revues dans le LAC qui sont très bien cotées, qui sont dans plusieurs domaines d'activité et qui peuvent ouvrir la possibilité, parce que nous parlons de stratégie et des initiatives d'entrepreneuriat social, d'ouvrir la possibilité de personnes qui n'ont pas de possibilité d'acheter un article qui est très cher en ligne, de lire et de voir ce qui se passe dans le monde, dans la langue française. Si c'est une très belle initiative, je pense que si cette plateforme peut vraiment intégrer l'IA générative, cela sera très utile parce que pour l'instant, je crois que ce n'est pas vraiment le cas pour les plateformes que j'ai regardées. Et si on peut favoriser vraiment l'émergence, si possible, d'initiatives du secteur privé francophone, de plateformes d'intelligence artificielle scientifiques avec des publications publiques, je pense que ça sera très utile. On a KRN, par exemple, mais il n'y a pas d'intelligence intégrée, donc ça ne peut pas rivaliser avec des plateformes Sciencebase ou autres qui existent. Je pense que pour l'instant, il y a de la limite pour les francophones. Voilà, si on veut les comparer avec les chercheurs anglophones, il y a pas mal de... C'est juste pour une clarification. Une plateforme de publication qui intègre IA générative, c'est quoi? C'est juste pour mieux comprendre. Je ne sais pas si vous connaissez Sciencebase, par exemple. Oui. Okay. Vous voyez, alors, si vous allez sur Sciencebase, je crois, reprend les informations de Web of Science ou autre. Ouais. Et ces informations-là n'ont pas beaucoup d'informations, en tout cas, venant d'auteurs africains. Ah, ok, je vois. Donc, il faut qu'on développe des plateformes sur lesquelles on peut plus facilement. Et le risque, en fait, c'est quoi? Lorsque beaucoup de startups vont créer de ce type de plateforme comme Sciencebase,
on aura de moins en moins la possibilité d'identifier les informations francophones ou d'origine africaine au niveau des informations scientifiques. Parce qu'ils vont exploiter des bases de données existantes qui déjà restreignent l'accès aux informations scientifiques venant de la francophonie ou des pays francophones, mettons, qui sont un peu moins économiquement forts. Voyez. Et c'est la visibilité de la recherche francophone venant de ces pays qui est vraiment en cause. Voilà un peu. Moi, quand j'ai fait la recherche, j'ai aussi demandé, posé la question de personnes qui sont tentées de regarder un peu qu'est-ce que l'IA peut apporter au niveau de l'identification des documents de recherche. Sur cette plateforme-là, on n'a pas la situation. Celle qui existe actuellement. Donc, on a un besoin vraiment de développer les choses. Si nous avons bien compris que je suggère d'avoir une plateforme accessible, flexible, facile à utiliser, qui peut être accessible aux personnes en fonction de leur degré de connaissance. Peut-être que je vais formuler la recommandation, je vais vous faire passer. Oui, merci beaucoup. Autre intervention? Sinon, nous sommes dans la dernière. Oui. J'avais juste un autre. Bon, il y avait deux sujets. Le premier autour des ouverture des données, qui se passe. Quelqu'un a parlé des open source, des sciences ouvertes. Dans les sciences ouvertes, dans sciences ouvertes, c'est très bien. Après, est-ce que, c'est juste pour voir qu'est-ce que vous pensez autour de l'ouverture des données? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour faire avancer la recherche en IA dans l'espace francophone? Est-ce que, quand je dis ouvert, ça veut dire que ce n'est pas forcément gratuit. Ou il faut que ça soit gratuit. Est-ce que ça permet de mieux avancer? C'était l'objectif d'OpenAI au départ. Hein. Oui. Après, c'est pas très. C'est très close. C'est très close. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que moi, j'ai par exemple eu une stratégie c'est pas la principale critique que je fais suivant, c'est que de toute façon, le combat sur le corps est perdu d'avance. La seule chose qui vous reste, c'est la souveraineté des données. Et donc, il faut une stratégie dans laquelle les données sont des données dans lesquelles vous avez la propriété de leur modèle. Donc, vous avez la propriété du modèle. Et ce qui va faire que, quel que soit le corps que vous achetez, que vous acquérez, tout ce que vous pouvez dire, c'est je veux bien. Vous voulez faire une application chez vous? Très bien. Le corps vous l'apportez, mais le modèle de données, c'est moi qui l'ai. Ça vous donne une vraie indépendance, puisque qu'est-ce qui compte? Ce sont les données. Ça vous donne une vraie indépendance. C'est une stratégie, en tout cas. Si je devais recommander au pays une stratégie de souveraineté, c'est le modèle de données sur lequel vous devez prendre les avoirs sur le territoire, en fait, les héberger, les contrôler, leur évolution, leur validité, et qui vous permettra d'avoir une vraie politique de souveraineté. C'est un peu ce sens. Merci beaucoup. Nous sommes dans la dernière minute de notre panel. Et pour la clôture, je vais inviter dans 2 minutes chaque panéliste de présenter leurs recommandations. Très courtes, 2 minutes chacun. Je commence avec ma collègue parce que nous sommes en minorité, comme les matchs de football. Alors, il y a beaucoup de pistes en fait, de réflexion, mais moi, je retiendrai, puisqu'on parle d'économie sociale, je retiendrai celle de mettre en place, de monter un projet. Alors je dirais un projet, un réseau, hein, dans lequel il y aurait des universitaires, mais pas que, donc les chercheurs du réseau de la francophonie, et puis on travaillerait sur, comme vous avez proposé effectivement d'étudier ça, il y a beaucoup d'autres projets, et puis d'en faire un sujet d'étude, et à ce moment-là, il y aura cette redevabilité de résultats. Hein, et là, ça permet, encore une fois, je rappelle, les chercheurs ont toujours la problématique du terrain. Alors, si d'un côté, il y a un terrain qui ne demande qu'à être sujet de recherche, donc je pense que
Là, ça peut être. Donc là, concrètement, le projet peut être fait. Alors, les financements, suivez mon regard, il peut y avoir des financements divers, que ce soit du réseau ou bien d'autres banques qui, je pense, cherchent un peu ce genre de projet à impact positif. Et là, on est dans cette IA responsable. Alors, maintenant, tout à l'heure, monsieur a précisé, il a dit, Luc a dit, aux porteurs de projets, start-up, encore une fois, si l'objet est l'IA, on peut mettre un projet sur comment l'IA peut être responsable, éthique, sobre, mettez tous les adjectifs pour qu'elle réponde à des besoins de pays qui, eux, ont, enfin, quand je dis des pays, je parle des pays du Sud, qui, eux, ont toutes les problématiques qu'on a déjà identifiées et qu'on connaît. Et là, ça peut être de la vraie recherche, parce que c'est là où c'est la recherche difficile à challenge. Voilà. Merci beaucoup. J'invite qui veut prendre le micro. Luc, moi j'ai sur. Moi, j'ai beaucoup écouté et je suis très satisfait de savoir qu'on est dans la salle et dans les panels avec une approche totalement différente de scientifiques, de gens de théâtre, de administrative, de recherche. On a une même compréhension et même dans les recommandations. Et moi, la seule recommandation, c'est que le secteur universitaire, en train de francophonie éducative, si ça se dit, une attention particulière sur ces populations, puisque de là, on a plus de l'éducation, de la lecture des comportements via les capteurs. Avec toutes ces informations, qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout à l'heure, je vais rebondir quand nous allons parler de la rapidité de cette technologie. C'est pas encore il y a 2-3 ans, tout le monde était prêt, en tout cas tous les grosses fortunes de la technologie étaient prêts mettre de l'argent dans l'état de la réussite au travail. On voit bien qu'aujourd'hui, si les laboratoires, tout ce que vous savez, avaient pris ces options, très vite, on allait se rendre compte que l'intelligence artificielle connue de tous, hein, les chercheurs allaient vite prendre le dessus et puis allaient nécessiter des fonds supplémentaires. Ça montre aussi le gage qu'on a dans les investissements. Mais la recommandation, c'est, je tiens beaucoup au format de cluster de la recherche industrielle et les utilisateurs de la société, en tout cas les segments de la société, que ce soit des économies informelles, que ce soit des porteurs de projets dans les zones rurales, ou des solutions grâce à l'IA. Qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces données qui ne sont pas forcément des données essentielles, ne sont pas forcément des données dont les fonds s'ouvraient, parce que là encore, on a un autre débat. Moi, quand on parle de données, c'est quoi une donnée finalement essentielle ou s'ouvrait? Quand vous avez un mail, vous l'envoyez dans un autre réseau fermé, il suffit que votre adresse publique soit lue, c'est fini, on peut créer tous les trames, les outils qu'il y a dedans pour pouvoir nous déchiffrer ce mail. Donc, c'est très délicat. Par contre, l'information qui permet de donner une IA générative de créer, de générer d'autres informations est essentielle, mais ne dit pas forcément la propriété de celui qui les génère. Donc, ça, c'est des réflexions qu'il faut mener. Et pour faire court, cluster et sensibilité sur les segments, les populations les plus vulnérables. Merci beaucoup, Lou. Alain. Alors, il y a quelque chose si je regarde les développements de l'entrepreneuriat, j'ai le souvenir, de mon expérience aussi, je travaille dans une société au centre de recherche pour programmer la société civile, je peux l'en aujourd'hui. Et ce groupe avait une vertu essentielle qui est quand un projet est créé, nous avions un cœur de l'accompagner. C'est-à-dire qu'on ne se posait pas la question était la suivante. Nous avons une responsabilité sociale à accompagner les projets. Ça veut dire qu'on se disait, très bien, on monte un projet, on va être utilisateur de ce projet. Donc, il me semble que c'est une vraie vertu. Et quand je dis ça, je pense que je peux citer d'autres dans lesquels j'ai été, dans lesquels j'ai eu ce même problème. Deuxième observation, c'est que sur le même thème de l'entrepreneuriat, il y a un modèle qui me plaît énormément, que le modèle du Pays Basque, dans lequel je vais tous les 6 mois.
Les Pays-Bas se développent sur un modèle qui est le suivant. Il n'y a pas de subvention d'État. Et que les lumières là-bas, vous créez votre société. La levée de fonds se fait local. L'entreprise locale, c'est avant, avec un développement. Qui vont développer. Vous avez une obligation d'aider le prochain. Et c'est donc, je suis facile, tout simplement. Voilà un modèle qui me plaît énormément, qui est un modèle dans lequel il n'y a pas d'intervention de l'État ni quoi que ce soit. Mais simplement, c'est un modèle extrêmement très consolidateur et qui fonctionne très très bien. Le voir qu'on voit fonctionner, c'est extraordinaire. Donc voilà, il y a des idées intéressantes à puiser sur ce modèle. Véritablement, les pays peuvent se développer localement avec des acteurs locaux qui assument la responsabilité. Qui assument la responsabilité. En portant des projets et évidemment avec l'obligation pour celui qui prend la portée, surtout de porter évidemment le suivre. Merci beaucoup. Et dernière chose sur les forges, je pense que sur ce qui est serait intéressant de ces forges, c'est peut-être proche de cette idée aujourd'hui. IBM l'avait fait, enfin IBM le fait de cette manière, c'est l'idée donc d'avoir plutôt des espèces d'endroits dans lesquels les sociétés sont incitées à venir regarder ce que ça peut leur apporter. Et là, c'est un lieu d'expérimentation. C'est pas du tout je ne sais pas du tout j'en sais rien, mais est-ce que je peux expérimenter? Je suis un bâtiment, je suis peintre en bâtiment, j'ai une petite usine de 2 ou 3 personnes. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Peut-être que ça fera une façon différente de traiter les factures, les devis, je ne sais rien. Voilà. C'est susciter véritablement les usages. Merci beaucoup. Et Expérimentation, oui. Donc, je pense qu'il y a plein de sujets et sur les tables. Et on voit que l'innovation sociale, c'est super important. Avancé, l'intelligence collective, c'est aussi très important. Et comment numérique dans toute cette discussion. Je pense qu'il y a aussi le consensus ici, c'est que si on arrive à trouver les problématiques locales, les enjeux locaux, problématiques locales des populations vulnérables, si on arrive à trouver des solutions pour a besoin, en fait, le financement, ça devient automatique. Si on a un bel sujet sur ça, le financement, ça devient. merci beaucoup. Je crois que vous avez beaucoup de suggestions, de recommandations de nos collègues. Je veux remercier aussi au public qui a fait notre panel très riche en informations, en suggestions, en questions, en échange entre le public et le panéliste, parce que c'est ça le rôle du panel, de changer des idées, d'éléments qui viennent de nous développer notre approche de la vie pratique. On avait un panel élargi. C'est que si nous venons simplement de parler entre nous, de parler chacun dans son coin, nous ne pouvons pas communiquer, comme a dit notre collègue. Nous pouvons communiquer si nous n'avons pas des échanges. Si nous n'avons pas des éléments culturels qui viennent apporter un plus de richesse à notre panel. Je veux vous remercier de tout mon cœur parce que vous avez fait pendant pour tout le monde. Et j'espère que nous avons aussi dans la prochaine la possibilité de coopérer ensemble, de faire des projets et simplement des articles dans la langue française. Exact. Je veux vous remercier encore une fois. Merci. 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 Bravo. Ah oui, a été très bien parce que tout le monde a parti d'une idée et après a changé et a évolué et a passé d'une idée à l'autre. Mais en plus, n'a pas été de l'interruption, tout le monde a été laissé de passer. Je veux vous remercier beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. Si, non, je dirais que c'est une autre. Bon, c'est pas grave. Après, je suis.
C'était un plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir. D'accord. C'est ça qui est vraiment c'est en 2007. Mais enfin, c'est un combat. Le roi portait toute sa fière d'affaires pour le cristal. On fait tout à l'heure, on peut lâcher marche, je sais pas ce qu'il y a besoin. Après, c'est passé. C'est je pense que vous étiez vous étiez responsable de un texte de Nicolas non, ils sont pas si je vous dans les gens, on comprend les gens. Il y a des gens, non, mais c'est et alors, que j'ai l'impression que c'est ce que j'ai des moyens. Tout le monde qui pense que c'est péché. C'est pour rien, c'est parce que il faut l'excuser le nom. Je suis pas tout. Quand c'est c'est super. Je suis content de cette il est venu c'est une capacité. C'est une solution. Notre équipe est une espèce de en fait, l'objet volant qu'on identifie, ça fait quelque chose de probable. En fait, je suis plus mettre pour sur la règle de alors, on est très discipliné sur chacun sa carrière pour faire il a fait en place des gens qui ont réalisé en plus dans leur carrière et on a maintenant de se réduire en place. Ça, c'est moi, c'est jusqu'au d'accord. Non, c'est bon, c'est ça. Ça fait longtemps. Non, non, c'est une de toute façon, c'est tout ça. Mais quand même, ça existe. Les choses, on va essayer un peu ce truc-là. Soit c'est les établissements, soit c'est des instances nationales. C'est une solution. Quasiment. Et je vais essayer de voir ailleurs. C'est des forts quand même parce que les filières de général sont très exigeantes. Donc, les filières, comme la nôtre, et dans la génie, sont des logiciels. Et le fait de faire le génie, c'est vrai que les entreprises, quand on regarde, faire un événement, en plus, on s'appelle même l'école nationale supérieure et ils connaissent. Donc, d'autres niveaux champ. L'école nationale supérieure est très bien nommée, une comité exceptionnelle. J'ai raté une marche. Il y a un truc qui s'est pas fixé ici. On n'est pas là chez nous, c'est pas de l'informatique, c'est pas OK. Donc, il y a une science pour soi qui est sortie de c'est le problème de comme on veut, tout ce qu'on a dit, on veut mettre en place quelque chose, il faut qu'il y ait un ingénieur qui soit polyvalent, ce qui veut, capable d'ingénieur, donc donner à toucher, faire des travaux, analyser, avoir la technologie, faire des preuves de concept, parce qu'il faut se quand même d'ingénieur. Qui tiennent compte des gens et qui sont capables d'articuler tout ça. Et en fait, on a fait des ingénieurs faire des articulateurs. Alors, c'était un interfaceur au niveau. Et je ne sais pas si vous savez dans la méthode de qui est la méthode agile, méthode en entreprise. On s'est rendu compte qu'ils sont très très bons producteurs. Parce qu'en fait, ils ont à la fois les relations comme ça, et puis la savoir technique et de rigueur. Donc ce sont des étudiants. Et alors, en plus, il y a autant de filles que de garçons. Parce que comme c'est lié là et qu'il y a du sens, il y a autant de filles que de garçons. C'est vraiment. Je pense qu'il y a du sens. C'est vrai en.
Que dans les universités, qui soient à proximité, qui soient pas des éléments, des gens qui ne sont pas forcément bien où ils sont. Ailleurs, ils sont bien, où ils ont une demi-douzaine, vous pouvez les venir à Bordeaux pendant un mois, on les connaît. Comme si on peut trouver le moyen de faire quelqu'un. On leur explique ce qu'on fait. Moi, c'est un mois, ils sont formés. On leur explique comment on travaille. On leur explique comment on travaille. Si vous voulez reprendre quelque chose, ça, je suis bon. Il faut des gens qui sont en poste chez nous. Oui, il faut des gens qui sont déjà installés parce que les universitaires, c'est ça. Quelqu'un qui, je sais pas comment. Voilà. Quelqu'un qui a déjà une envie, il faut trouver une équipe. Le projet, c'est de trouver une équipe. Et quand vous avez une équipe avec des gens un peu avec une norme, vous pouvez aider sur ça marche. Combien de temps faudrait-il se faire avec ces équipes? On a quelque chose. Ou quelque part. Bon, c'est Parce que tout ce qui est donné. Si vous fermez la salle, La remarque, c'est ça. L'autre. Vous allez dire, c'est À 7 heures, c'est c'est ça. Non, allez, je c'est 17h30. Vous fermez à 19h, vous fermez à 19h, oui. Il faut que j'y aille à l'heure. Oui. c'est ça. Parce qu'il a la scène, parce que sur la très bien. C'est la structure. Moi, j'ai